Bonjour chers abonnés de Direct Info Abidjan, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine. Pour ce numéro, je reçois une femme très engagée qui depuis plusieurs années lutte pour le bien-être de ses concitoyens. Après de nombreuses années consacrées à la lutte corporatrice avec la centrale Dignité, Edith Puchéry-Balé, comme c'est d'elle qu'il s'agit, s'est engagée depuis 2017 dans la lutte pour l'instauration d'une démocratie vraie dans son pays, la Côte d'Ivoire. Avec sa plateforme alternative citoyenne ACI, elle est sur tous les fronts pour attirer l'attention des gouvernants sur les dangers qui planent sur son pays. Alors nous la recevons ce matin dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine pour faire un tour d'horizon de ce qui constitue l'essentiel de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Alors, nous allons commencer par la santé, comme c'est l'actualité à l'heure. Le gouvernement ivoirien vient de prendre une série de mesures pour freiner la propagation du coronavirus. Alors, comment trouvez-vous ces mesures? Est-ce qu'elles sont adaptées? Okay. Merci beaucoup. Le coronavirus est une pandémie internationale qui sévit actuellement dans le monde entier. C'est vraiment salutaire que le gouvernement ait enfin décidé de prendre des mesures. Malheureusement, pour ce que nous avons vu, ces mesures-là ne sont pas suffisantes. Vous avez pu constater par exemple que ceux qui ont été mis en quarantaine à l'INJS n'étaient pas dans les conditions qu'il fallait. Et donc, il y a un problème du point de vue technique à régler par rapport à l'équipement du personnel de santé, par rapport à l'équipement des forces de l'ordre, parce qu'on a vu des forces de l'ordre là-bas qui n'étaient pas protégées. Et maintenant, du point de vue technique, toujours les infrastructures, les dispositions à prendre pour que véritablement les personnes qui sont mises en quarantaine soient prises en charge correctement. Donc, ce que le gouvernement a pris comme mesure, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant du point de vue technique. Du point de vue social, il y a un véritable problème parce que dès le 16, les décisions ont été prises, elles ont été immédiatement appliquées. Donc, nous qui sommes les défenseurs des droits de l'homme, on a pensé aux pauvres femmes qui vendent devant les écoles. Vous imaginez un seul instant une femme qui vend des pains condiments devant une école primaire, qui a fait ses achats de la semaine, à qui on dit qu'elle ne peut plus vendre, alors que peut-être qu'elle vit au jour le jour, ou du moins certainement qu'elle vit au jour le jour. Donc, il y a des mesures à prendre aussi du point de vue social. Et puis, il y a des campagnes à faire. Il y a des campagnes à faire pour expliquer aux populations que c'est vraiment sérieux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de plaisanter avec tout. Il faut que les populations mesurent l'importance de respecter toutes ces mesures. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il faut que le gouvernement répare toutes ces failles-là pour que véritablement on puisse faire face au coronavirus. Je veux comprendre, est-ce que vous pensez que ce sont les mesures qui sont insuffisantes ou bien c'est leur applicabilité qui pose problème? Parce que c'est deux choses. Les deux. Les deux. Les mesures sont insuffisantes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais en même temps, est-ce que la population mesure réellement toute l'ampleur de la chose? Et puis, bon, dans les quartiers pauvres, il serait bien qu'on aille distribuer des cache-nez, par exemple. Des cache-nez, des antiseptiques et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut qu'on le fasse rapidement. Nous avons appris sur les réseaux sociaux qu'il y a tout un convoi des Chinois que l'État a laissé rentrer dans le pays. Quel est votre avis sur ce sujet? Bon, tous les Chinois ne sont pas forcément atteints. Ah, mais c'est le foyer. Non, mais je pense quand même qu'à l'aéroport, dès que les gens arrivent, on vérifie quand même certaines choses. La fièvre est liée à cette maladie. Si tous ces Chinois-là n'ont pas de fièvre, bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas bloquer systématiquement tous les Chinois. Oui, Madame la Présidente, le premier cas que nous avons enregistré, c'était un Ivoirien qui était en Italie. Mais on nous a dit qu'il a pris un paracétamol et ça a baissé sa fièvre. Et il est passé, donc il n'a pas été détecté. Donc on sait que les gens peuvent utiliser des malices pour pouvoir rentrer. Donc, oui, c'est pour cela que du point de vue technique, il faut prendre des mesures plus sérieuses.
On pourrait même à l'aéroport mettre tout un dispositif en place pour que chaque voyageur passe par là pour des examens plus approfondis avant de sortir même de l'aéroport. Donc voilà. Mais on ne peut pas systématiquement dire qu'un Chinois est forcément atteint. Ça, c'est... Oui, Voilà. mais quand on voit par exemple les États-Unis, la grande puissance, malgré son plateau technique, a fermé son territoire à tous les ressortissants européens. Donc ce sont des dispositions que chaque pays prend pour pouvoir protéger sa population. Quand on sait que nous, notre plateau technique ici, les pauvres, ce qui va sauver notre pays, c'est plus je vais dire, la prévention que la guérison. Oui, c'est pour cela qu'en matière de prévention, justement, il faut mettre un dispositif en place qui soit rassurant. Dans les aéroports, dans les frontières. Moi, je pense que c'est le mieux. Parce que sur le terrain, c'est plus difficile. Donc, il faut déjà veiller à ce qu'au niveau des entrées dans le pays, il y ait ce qu'il faut pour détecter les cas. Ne pas se limiter à la fièvre ou à... Il y a des laboratoires, il y a des tests qu'on fait rapidement. Voilà, on fait passer tout le monde par là et puis on filtre. Tout à l'heure, vous avez parlé de mesures d'accompagnement. Vous avez pris l'exemple de nos mamans qui vendent devant les écoles. Mais le mal, il est plus profond. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui déjà parlent de chômage technique, sans compter l'aéroport qui va fermer. Donc, est-ce que nos États ont, je vais dire, suffisamment de moyens pour faire face au volet social qui accompagne, je vais dire, toutes ces mesures-là? Les moyens, quand on veut, on les trouve. Ce qui est important, c'est que vraiment il y ait une harmonisation au niveau des mesures. Que les entreprises ne fassent pas ce qu'elles veulent. Si on dit qu'à cause du coronavirus, on paye 50% des salaires, il faut que ça soit général. Il ne faut pas que chaque entreprise se lève pour faire ce qu'elle veut. Celle voilà, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, par rapport, c'est le secteur informel qui est le plus touché. Même ce matin, le taxi que j'ai pris, le taximètre se plaignait, il n'y a pas de clients et tout ça. Moi, je pense que c'est le secteur informel qui va plus ressentir les impacts du corona. Madame la Présidente, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que nos États africains devaient avoir recours à la Chine, car c'est le seul pays actuellement qui a pu vaincre cette pandémie? Bien sûr, bien sûr. Ça a commencé par la Chine et aujourd'hui, ils disent avoir trouvé la solution. Donc moi, je pense que normalement, on devrait même envoyer des médecins là-bas en stage pour voir comment ça se passe et venir le reproduire ici. Nous allons aborder l'autre volet de notre entretien, le volet politique. Alors, l'actualité politique de ces dernières semaines a été marquée par la décision du président Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. Comment avez-vous vécu cette décision? La décision de ne pas se présenter aux prochaines présidentielles est normale. Mais comme nous sommes habitués aux violations constitutionnelles, on était dans le doute. Et donc, il est venu juste nous montrer que pour une fois, on peut respecter la Constitution dans ce pays. Et donc, c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'il se soit retiré. Ah, donc, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est un non-événement? Non, ce n'est pas un non-événement. C'est un non-événement. Ça aurait été un non-événement si on était habitué à respecter nos lois. C'est un non-événement parce que justement, on est habitué aux violations. Donc, c'est un événement. C'est un événement. D'accord. C'était pas évident du tout. D'accord. Surtout quand on voit ce qui se passe à côté de nous, on s'est dit qu'il aurait s'entêté et puis absolument, il aurait pu s'entêter. Voilà. Donc, dans la mouvance de cette décision de ne pas se présenter à l'élection, le président a, au pas des courses, fait modifier la constitution ivoirienne. Pourquoi cette précipitation selon vous? Bon, c'est lui qui peut expliquer pourquoi il se précipite. Mais nous, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est une très mauvaise initiative parce que elle sera source de conflit. Vous voyez que, par exemple, l'augmentation du cautionnement élimine d'office certains candidats, alors que être candidat, c'est présenter un projet de société aux Ivoiriens pour le bien-être du peuple. Ce n'est pas être milliardaire ou être millionnaire qui détermine le bon candidat. Du coup, on va avoir des personnes qui ont peut-être de très bons projets de société qui ne pourront pas se présenter. Et ça, nous trouvons que ce n'est pas normal.
Et donc, par rapport même au protocole de la CEDEAO qui interdit que 6 mois avant les élections, on ne modifie la Constitution, je pense que c'est ce qui est peut-être à la base de la précipitation, parce que nous sommes à 7 mois. On dit à 6 mois, on ne modifie pas. Donc, il faut faire vite pour entrer dans l'intervalle. Voilà. Donc, je pense que ça doit être ça. Mais, Madame la Présidente, on ne peut pas aussi laisser le poste de président à tout le monde. Il faut quand même des règles qui éliminent. Et toutes les règles, elles éliminent forcément quelqu'un. Non, les règles, elles étaient déjà là. Ce que nous on dit, c'est que c'est malsain de le faire à l'approche des élections. Parce que les modifications là éliminent forcément encore plus de personnes. Sinon, on avait nos 20 millions, on avait toutes les anciennes règles, on fonctionnait avec tranquillement. Pourquoi le faire maintenant? C'est ça le problème en fait. Parce qu'il y a un problème même de confiance entre les acteurs politiques. Donc, il ne faut pas en rajouter. D'accord. Et que fait la société civile dans ce cas, devant ces actes-là qui peuvent être sous détention dans le pays? Vous, société civile? La société civile n'a pas beaucoup de leviers. Hein. On fait des plaidoyers, on manifeste, on fait des déclarations. C'est tout ce que nous pouvons faire. Le problème, c'est qu'au niveau des manifestations, comme nous sommes dans un état de non-droit, on ne peut plus manifester véritablement puisque la Constitution nous autorise à manifester, le Code pénal nous embrigade. Du coup, on a un Code pénal anticonstitutionnel qui empêche réellement la population de manifester comme elle veut. Quand vous parlez de levier, vous dites en tant que société civile, vous n'avez pas assez de levier. C'est propre à la société civile ivoirienne parce qu'en général, je suis bien placé parce que vous êtes, je vais dire, l'initiatrice des gilets orange. On a vu en France, la société civile a fait reculer l'État. Mais pourquoi vous ne faites pas pareil ici? Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Ici, on n'est pas libre. Normalement, la Constitution dit que les manifestations pacifiques ne sont pas soumises à une autorisation. Vous informez l'autorité et l'autorité prend les dispositions pour vous encadrer. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Avant même qu'on ne modifie le code pénal, on ne respectait pas cette disposition. Vous introduisez une demande, on vous interdit la manifestation. Carrément. Et maintenant, le nouveau code pénal, dans ses articles 196 à 200, nous interdit toute manifestation interdite. Alors qu'on n'autorise jamais. Du coup, on ne peut plus manifester du tout. Et ça, c'est pas normal. Oui, c'est vrai, on peut vous le concéder, mais aussi il y a un autre facteur, le manque de solidarité au niveau des organisations de la société civile, parce que vous ne parlez jamais d'une seule voix. Comment est-ce qu'on peut vous entendre? Ah, c'est vraiment un problème. Il y a même deux problèmes. Le premier, ce sont les acteurs de la société civile qui pensent qu'on ne doit pas parler de politique. Alors que la politique impacte nos vies. C'est tout à fait normal que nous nous prononcions sur tout ce qui se passe en politique. Donc ceux-là, c'est carrément des personnes qui refusent de réagir. Donc on ne peut pas compter sur cette catégorie de la société civile. Maintenant, ceux qui ont compris qu'on peut se prononcer sur les sujets politiques ont un problème de leadership. Et c'est vraiment dommage. Et c'est le problème de leadership qui est à la base de la discorde au M21? Oui, je pense. Je pense parce que le M21 s'est créé vraiment sur de bonnes bases. On était sur une bonne lancée. Quand après, il y a eu des informations qui sont venues nous diviser. Donc nous nous sommes retirés du M21 en expliquant les motifs de notre retrait, sans calomnier personne. Et donc, bon, après, c'est chacun qui voit comment il le vit. D'accord. Il y a un fait qui est réel en Côte d'Ivoire, c'est que ce soit les acteurs de la société civile comme les partis de l'opposition, ils ont un vecteur commun, c'est la division. Comment vous expliquez que tous ceux qui sont opposés à l'État de Côte d'Ivoire sont systématiquement divisés? Est-ce le pouvoir qui est assez fort, ou bien sont ces acteurs-là qui ne comprennent pas eux-mêmes le rôle qu'ils doivent jouer au sein de la société? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que tous ces acteurs-là sont divisés parce qu'ils ne luttent pas réellement pour le peuple. Parce que quand on lutte pour le peuple,
on fait l'effort de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les résultats à atteindre pour le mieux-être du peuple. Ce sont les résultats à atteindre pour une meilleure gouvernance. Mais quand les gens sont braqués sur leurs intérêts, c'est vraiment compliqué. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir, enfin, je ne vais pas accuser le pouvoir, mais je vais dire que la corruption gangrène vraiment notre société. La corruption gangrène notre société. Et quand les acteurs politiques et de la société civile sont braqués sur leurs intérêts personnels, ça ne peut que donner des divisions et des discordes. Ok. Madame la Présidente, une question personnelle. Hein. Je vous vois tout le temps à la tribune, je vais dire des meetings de l'opposition. Je ne vous ai jamais vu à une manifestation du parti au pouvoir. Est-ce que ça aussi, ça peut pas jouer dans la balance? Parce qu'on a tendance à dire que vous êtes les satellites des partis politiques. Oui. C'est très bien que vous ayez posé cette question parce que les gens ont tendance à infantiliser la société civile. Et ça, c'est pas normal. Parce que nous sommes des adultes, nous avons étudié, nous savons faire des analyses, donc nous pouvons prendre des positions responsables. Le problème, c'est que quand vous prenez des positions qui ne vont pas dans le sens du pouvoir, automatiquement, on vous taxe d'être de l'opposition. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'argumentation de celui qui dénonce quelque chose. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, on en tient compte et on avance. On peut avoir par coïncidence les mêmes positions que l'opposition, mais ça ne veut pas dire qu'on est de l'opposition. Cela dit, depuis que nous avons commencé à travailler dans ce domaine de la société civile, jamais le gouvernement n'a répondu à nos demandes d'audience. Jamais ils ne nous ont invités à une manifestation. C'est tout à fait normal qu'on nous voit là où on nous invite. Donc, il n'y a pas d'autre explication. Ok. Donc, vous avez, Madame la Présidente, engagé, je vais dire, une sensibilisation contre le coût de la CNI, du renouvellement de la CNI. Voilà. Vous avez engagé des actions contre la modification de la Constitution. Toutes ces actions-là n'ont pas abouti. Aujourd'hui, c'est quoi la prochaine démarche? Par rapport à la CNI, ce que je voudrais préciser, c'est que nous, notre rôle, c'est de lutter pour obtenir ce qui est bon pour les populations. Mais quand on ne l'obtient pas, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à la CNI, par 2 fois, les députés ont voté pour qu'elle soit payante. Et aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de chercher à aider les populations à exercer leur droit de vote. Parce qu'aujourd'hui, la CNI n'est pas seulement une pièce administrative, elle fait aussi office de carte d'électeur. Du coup, si on n'aide pas les populations à avoir leur carte d'identité, au moment des élections, on sera surpris de voir que la majorité ne pourra pas exercer son droit de vote. Donc, en même temps qu'on doit continuer de demander la gratuité, il faut parallèlement veiller à ce que les populations, dans leur majorité, sinon dans leur totalité, puissent disposer de CNI. Et c'est pour cela que nous demandons aussi que les centres d'enrôlement soient augmentés. On ne peut pas avoir 11 000 centres d'enrôlement en 2009 alors que c'était gratuit, et en 2020 où c'est payant, on a 118 seulement. Alors que nous avons 201 communes, tout en sachant qu'un seul centre d'enrôlement pour une commune même ne suffit pas. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est de demander qu'on augmente le nombre de centres d'enrôlement. Par rapport à la Constitution, malgré ce qu'on a fait, elle a été votée. En tant que citoyen, tout ce qui est voté s'impose à nous. Donc, on peut continuer de contester cela si on veut, mais en tant que citoyen, tout ce qui est voté s'impose à nous. Donc, voilà. C'est maintenant à la société politique et civile de trouver d'autres solutions pour voir comment on avance sur ces dossiers-là. Mais c'est vraiment compliqué puisque il y a pas, le droit de manifester n'est pas autorisé. Comment vous voyez les prochaines élections dans ce cas? Les prochaines élections de 2020, oui. Bon, franchement, elles n'augurent rien de positif.
Parce que d'abord, la CEI est déjà contestée. Le dialogue sur le code électoral a échoué. Malgré cela, le code électoral sera modifié. Bon, il n'y a pas de dialogue politique réel. Donc, moi, je pense que les germes d'une crise préélectorale même sont déjà là. Vous voyez qu'il y a des manifestations déjà qui se font ça et là dans le pays contre la CNI, contre la Constitution. Ça n'augure rien de bon. Donc, pour vous, on va tout droit dans le mur. Oui, et on le constatera tous. On le constatera tous. Ok. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de demander aux Ivoiriens d'être responsables. Il s'agit de nos vies, il s'agit de notre avenir et il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et donc, pour être sérieux, il faut penser Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'on a fait la promotion du concept pro Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aveuglément suivre un politique ou un leader quelconque. Il faut analyser les situations de façon responsable pour faire des choix et prendre des décisions responsables. À ce propos, j'aimerais faire quelques précisions. Vous savez, dernièrement, on a été victime de beaucoup de calomnies. On a décidé de ne pas répondre à ça. Mais on aimerait dire au peuple ivoirien d'analyser tout ce que tout le monde dit. C'est très important. Par exemple, je vais faire quelques précisions. À ACI, depuis le début, nous décidons toujours par consensus. Ça veut dire que quand je me mets devant un micro pour dire quelque chose, c'est parce que ça a été validé par tous les présidents de ACI. On fait les choses par consensus. Deuxièmement, l'entreprise où je travaille n'est pas une entreprise d'État. Elle a une mission d'assistance conseil auprès du gouvernement. Mais nous sommes des privés, nous émargeons à la CNPS. Troisièmement, quand les gens parlent, il faut se demander s'ils sont sachants sur ce qu'ils disent. Nous, on a toujours, dernièrement, on a dit qu'on était menacés d'enlèvement. L'enlèvement, c'est différent d'une arrestation. L'arrestation s'inscrit dans une procédure juridique normale. Donc, quand on veut t'arrêter, on peut t'arrêter à ton bureau, on peut t'arrêter à la maison. On a des éléments en principe de preuve pour le faire. L'enlèvement relève du banditisme. Ça, c'est tout à fait différent. Et moi, j'ai parlé d'enlèvement. Donc, nous sommes dans une période préélectorale. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Il faut que les populations soient responsables pour analyser les propos de tous les leaders, ne pas les gober bêtement, excusez-moi du terme, mais être vraiment lucide, être vraiment objectif pour pouvoir prendre les bonnes décisions en faveur de notre pays, être surtout pro-Côte d'Ivoire, ne pas faire le culte de la personnalité, mais prendre des décisions responsables au nom de notre pays. Être pro-Côte d'Ivoire, c'est sur ces mots que nous mettons fin à notre entretien. Je précise que nous recevions Mme Edith Picheri-Balé. Elle est la présidente de la plateforme alternative citoyenne ivoirienne. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour un autre numéro de l'invité de la semaine. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen. Audio Jungle.